Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball on Air, de retour après les 2 matchs contre les mastodontes de la Betclic Elite. Aujourd'hui, donc, le programme, vous l'avez bien compris, le débrief de ces rencontres, d'abord contre Monaco, puis contre l'Asvel dans un choc qui a largement tenu toutes ses promesses, on va le voir ensemble. Pour m'accompagner aujourd'hui, pas deux, mais un seul chroniqueur, et il s'agit de Lilian. Salut Lilian. Salut Flavien, comment vas-tu ? Eh bien, on a passé un très très bon week-end, je trouve, avec cette victoire un peu inattendue. Ah oui, ça c'est sûr que même encore une heure avant le match, on ne s'attendait pas à un tel scénario et puis pour notre plus grand plaisir, ça a été le cas. Effectivement, bon, comme d'habitude, avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Twitter @ParisB-8OnAir, pour Facebook et Instagram, c'est Paris Basketball on Air. Il y a aussi le site parisbasketball-onair.fr pour toute l'actualité du club. Et nous, on va commencer sans plus tarder. Paris Basketball on Air saison 3, épisode 3, c'est parti. Salut la famille, c'est Loïc Gendré, meneur au Paris Basket. On est là et là vous écoutez le podcast de Paris Basket on Air. Et on commence avec, on va dire, le négatif de ce podcast, évidemment. La défaite à Monaco, c'était il y a une dizaine de jours. Défaite à Monaco, 100-75, la fessée un peu pour les Parisiens qui ont tenu un petit carton. Match vraiment où rien n'a fonctionné sur la durée pour Paris, qui a vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, tenu que sur 10 minutes, où ils sont qu'à un seul point de retard après ce premier carton. Et puis après, derrière, la débandade où où Monaco plutôt, a déroulé son basket. Lilian, très succinctement, comment toi, tu analyses cette rencontre ? Qu'est-ce qui n'a pas marché du côté de Paris ? Je dirais pas que rien n'a fonctionné, mais en fait, c'est juste que là, tu avais un mastodonte beaucoup trop fort et qui est bien rentré dans sa rencontre, contrairement à l'Asvel, on en parlera après. Mais là, Paris a tenu le premier quart-temps et dès qu'il y a eu les rotations, on a senti toute la profondeur de Monaco qui a fait la différence, notamment avec ces joueurs qui sont venus du banc. J'ai trouvé, mis à part peut-être Paris Lee qui a très bien joué en étant dans le 5. Mais c'est vraiment à ce moment-là, quand il y a eu les premières rotations, et on a senti inversement du côté de Paris qui avait pour le coup une rotation extrêmement raccourcie pour ce match, puisque Marassi était blessé depuis quelques matchs, et en plus, on apprenait juste avant que Gauthier Denis ne prendrait pas part à la rencontre. Donc forcément, il y avait 7 joueurs professionnels, du coup, il me semble. Donc ça, face à Monaco qui a 12-13 joueurs professionnels d'un niveau quasiment tous Euroleague, et ça a rapidement fait la différence au milieu du deuxième quart-temps. Et après, quand Monaco a pris la main, ils ont déroulé et Paris n'a pu que constater les dégâts. Effectivement, tu parlais des profondeurs de la profondeur d'effectif de Paris. Effectivement, quand on voit que Paris, tu dis 7, je crois que c'est 8, hein, s'il faut compter Loïs Gendré dedans, mais le souci de ce roster avec 8 joueurs, c'est qu'on n'a pas forcément 8 joueurs capables d'avoir les minutes qu'ils ont eues contre Monaco, c'est-à-dire des minutes où ils ont des responsabilités dans un match où du coup c'est encore serré après 10 minutes, 10-15 minutes. C'est un peu problématique sur cette rencontre où justement, s'il te manque Gauthier Denis à Marassi, tu vas donner déjà plus de minutes à tes titulaires, peut-être des minutes à des joueurs que tu n'aurais pas forcément fait jouer en temps normal contre une équipe pareille. Et c'est vrai qu'après, à la mi-temps, c'était déjà plié du côté de Monaco. Et même, en fait, la différence que je trouve entre Monaco et Paris, effectivement, Monaco a un roster très, très, très complet et très large. Mais même les jeunes de Monaco, je pense à Rudy Demeis-Balou, je pense à Armel Traoré, ils ont fait la différence même sur leur passage et ont vraiment fait mal. Rudy Demeis-Balou, il met 12 points, Traoré, il en met 7. Et c'est des choses, alors ce sont des petits jeunes, mais c'est des choses que j'ai du mal à percevoir sur les prestations, par exemple, je sais pas, de Pacom Dadier, de Loïs Gendré, qui eux ont joué 7 et 2 minutes sur le match. Je sais pas toi ce que tu en penses un peu de cette profondeur de banc de Paris qui a aussi été l'élément déclencheur pour Monaco d'ailleurs pour faire la différence. Et puis on s'y attendait pas à ce que ces joueurs-là performent, qu'on se fasse battre par Mike James, par Paris Lee,
par Andouzic, comme ils étaient bons le soir-là. Mais comme tu l'as dit, des joueurs comme Demaïs Balou, bah, on ne s'attendait pas forcément à ce qu'ils nous fassent aussi mal, quoi. Et c'est là où on se dit qu'encore que la défense parisienne avait encore du boulot devant elle et que voilà, quoi, il y a encore pas mal de choses à travailler. Notamment sur la couverture encore des porteurs de balles adverses. Je trouve on essaye de leur imprégner beaucoup de pression, mais que ça se retourne un petit peu contre l'équipe de Paris. Donc ouais, c'était compliqué. Voilà, comme on l'a dit, ça a vite tourné en la faveur de Monaco et ça n'a pas fait un pli. À partir du moment où ils ont vraiment pris le large, Paris n'avait plus aucun moyen de revenir dans la rencontre. Ouais, quelque chose aussi qui m'interpelle quand je regarde un peu la feuille de match, c'est le pourcentage au tir tout simplement et un peu la répartition des shoots. Alors, Johan Bégarin, il a mis 22 points, il a tenté 13 tirs. Ça, on va dire que c'est plutôt normal pour un joueur qui est du coup qui mettait dedans. Mais quand je vois la performance par exemple de Kyle Holman qui est à 2 sur 9, donc 0 sur 6 à 3 points, d'un joueur comme Domcic Sleva qui est vraiment pas à droit en ce moment et qui en prend 10, qui met que deux tirs. Paris qui shoot à 43% sur le match, 19% à 3 points, c'est ridicule par rapport justement, si on compare toujours à côté avec Monaco, qui shoot à 8 sur 16 à 3 points, qui shoot à 60% au tir au global. Paris a vécu une soirée d'enfer, mais je ne trouve pas qu'il n'y ait que la défense à mettre en cause sur ce match. Bon, évidemment, on est tatillon parce qu'on parle de Monaco, qui est une équipe en play-off d'Euroleague en ce moment. Donc, c'est plutôt. Il faut vraiment réaliser un exploit pour battre ce genre d'équipe. Et justement, je les ai vraiment pas trouvé au niveau cette fois-ci des deux côtés du terrain, alors que plus tôt depuis le début de saison, on trouvait quand même qu'offensivement, il y avait quand même de la qualité et du travail où on trouvait vraiment quelque chose de plutôt bien fait depuis le début de saison. Je ne sais pas toi si tu as aussi ce ressenti sur l'attaque parisienne sur le match de Monaco. C'est vrai, mais rappelle-toi peut-être ce qu'on disait dans le précédent podcast. On disait que l'attaque parisienne marchait plutôt bien, mais qu'on avait certains doutes sur sur la capacité de cette attaque à perdurer dans le temps, parce qu'on trouvait qu'il y avait beaucoup d'actions individuelles et donc que ça se basait beaucoup sur le talent des joueurs intrinsèques et qu'il y avait par moments un petit manque de jeu collectif pour obtenir des paniers un petit peu plus simples ou dans des positions plus préférentielles. Et là, je trouve que face à Monaco, ça s'est vraiment ressorti. On a des tirs qu'on mettait peut-être dans les matchs précédents, bon, on ne les a pas forcément mis. Du coup, ça ressemblait beaucoup à des shoots très forcés. Et puis là, ça a défilé. Et en plus, il y a quand même du lourd. On parle beaucoup des arrières de Monaco, mais à l'intérieur, il y a des vrais défenseurs. Boutsielé qui joue à Limoges l'an dernier, Danta Hall qui a joué un tout petit peu en NBA. Et je trouve qu'ils ont aussi très bien protégé la raquette. Donc voilà, je trouve qu'en fait, là, on a vraiment vu les limites de l'attaque parisienne quand le talent ne suffit plus. Et voilà, et là, ça a été mis au grand jour. Et ça montre aussi le travail qu'il y a à faire à la fois en défense, mais aussi en attaque pour Paris. Ouais, effectivement, quand on voit un peu je regarde par exemple le nombre de pertes de balles sur cette rencontre, Paris qui en perd 23, ça va vous faire un choc quand on va vous dire le nombre tout à l'heure que le club a perdu de ballons contre l'Asvel au match d'après. Et c'est vrai que comme tu le dis, il y a cette équipe, cette attaque parisienne en tout cas, offensivement, elle marche bien par ses individualités. Je pense qu'on le voyait très bien depuis le début de saison, comme tu l'as rappelé. Et là, justement, si tu as une ou deux individualités, et on l'avait répété plusieurs fois, je crois, même dans les podcasts précédents, que Kyle Holman, justement, était un peu ce médiateur de la bonne performance offensive. Quand lui, il est dedans, et Paris est dedans en attaque. Et inversement, quand lui, il n'est pas du tout connecté et qu'il n'est pas en phase avec son tir et avec sa gestion du ballon, Paris est vraiment en difficulté. Et bon, couplé à un roster qui est très serré, avec des jeunes qui ont eu beaucoup de minutes, et du coup, c'est sûr qu'il va être compliqué de battre une des équipes, on le rappelle, qui fait un début de saison canon, en tout cas en Euroleague, peut-être un peu moins en Betclic Elite, mais qui reste quand même l'un, si ce n'est le favori pour le titre en fin de saison. On a donné
pas mal de points négatifs. Est-ce qu'on a des points positifs à retenir de cette rencontre? On peut dire juste Juan Begara qui marque 23 points, il me semble, 22. 24. J'ai plus 22 et qui c'est son véritable premier. Alors c'est difficile de parler de bons matchs quand c'est dans une sorte de blowout, mais qui fait un match vraiment positif, on va dire, par rapport à ses débuts de saison. On en a parlé, voilà, il a eu un gros été, on sent qu'il a eu un peu de mal à revenir physiquement, mais là justement c'est un aspect positif, il a pu scorer sur la transition, vraiment son secteur fétiche. Et puis on l'a senti mieux, tout simplement. Rien, je sais pas, on le sentait emprunté sur les premiers matchs de la saison, et là je l'ai senti un petit peu plus libéré, et ça s'est vu. Il a notamment pris il a pris 13 tirs, donc ce qui est très positif pour lui. Il a aussi provoqué pas mal de fautes. Donc voilà, si de cette soirée un peu sombre, il y avait une lueur à tirer, c'est bien Juan Bégarin qui était un petit peu en dedans au début de saison. Et là, ça fait plaisir, au moins, même si c'est dans une large défaite, de le voir réussir à mettre des points. C'est toujours bon pour la confiance. Ouais, et puis il a réussi, on va dire, à maintenir ce niveau de performance parce qu'il a été plutôt pas mal contre l'Asvel. Lyon, je te propose qu'on enchaîne sur le match contre Lyon-Villeurbanne. Alors, pour résumer un peu ce match contre l'Asvel à la Halle Carpentier, bah, vous inversez à peu près tout ce qui s'est passé contre Monaco et vous obtenez un peu la victoire donc, de Paris contre ce mastodonte aussi du championnat. Victoire 82-79, un match plein, que ce soit déjà dans les tribunes avec 3500 personnes, un record pour le club parisien depuis sa création. Et puis, bah, sur le parquet, du début à la fin, Paris a été connecté. Lilian, je te lance un peu comme ça. Qu'est-ce qui, toi, t'a marqué le plus positivement sur cette rencontre? Pour moi, c'est l'envie des Parisiens dès la première seconde du match. Et on n'a jamais vu ça cette saison. Et j'ai envie de dire, on n'a jamais vu ça depuis qu'on suit club. Les joueurs avaient une envie sur le terrain qui est vraiment, alors je pense, galvanisée par à la fois à la Carpentier plus comble que jamais, un adversaire prestigieux, et puis aussi l'enjeu, parce que Paris était là dernier du championnat à ce moment-là. Donc le besoin de victoire se faisait ressentir. Et on a senti les Parisiens qui sont rentrés dans les Villeurbanais. C'est ce que disait notamment TJ Parker, l'entraîneur de l'Asvel, à la fin du match. Ils se sont fait un peu marcher dessus au début. Et ça a permis aux Parisiens de se mettre très bien dedans tout de suite. Ils ont mené 15-8 dès le début. Et quand tu prends le match par le bon bout déjà, surtout quand tu es à domicile et que tu as un public comme ça qui peut te pousser, éventuellement t'imposer. Et c'est ce que les Parisiens ont réussi à faire. Au fur et à mesure des minutes, on avait le sentiment que voilà, Paris allait peut-être s'imposer, mais en même temps, voilà, l'Asvel était toujours dans les parages. Et les Parisiens ont su tenir jusqu'à la dernière minute, jusqu'aux dernières secondes même, parce que Elio Kobo a quand même une occasion pour tenter d'arracher une prolongation. Mais c'est moi, ce qui m'a frappé, cette envie des Parisiens. D'habitude, on sait que les Parisiens, c'est un peu l'équipe à abattre. Paris, c'est un peu l'équipe à abattre parce que voilà, c'est le club de la capitale. Mais là, ils étaient dans une position inverse et ça a galvanisé les Parisiens. Ouais, je te rejoins. Moi, je mettrais aussi la confiance de ce groupe parisien qui a eu ce groupe parisien sur le match, justement dans l'envie de gagner contre l'Asvel. Euh, Avant le match, on a été voir notamment Jean-Christophe Prat et j'ai trouvé très souriant, très confiant quand on a pu discuter un petit peu avec lui, très souriant. Et ce qui change aussi un peu d'habitude des autres matchs où je sais que dans sa préparation de match, il a un visage très fermé, très, très concentré. Là, il y avait quelque chose qui se passait. Et du coup, ça s'est sûrement transmis à son groupe qui avait envie de faire un gros match. Et franchement, dès les premières minutes, alors, il y a eu ce duel entre Ismaël Kamagaté et Victor Wembanyama, donc beaucoup de monde ont parlé. Et Kamagaté, directement, lui, va chercher deux fautes du joueur de Villeurbanne qui a eu du mal à le contenir malgré sa taille. Parce que si vous pensez que Ismaël Kamagaté est très grand, il paraît vraiment tout petit face à Wembanyama et il doit batailler sous le panier pour inscrire le moindre point. Et il l'a très bien fait. Et
cette première séquence de Kamagaté, ça a permis à Paris derrière de se mettre vraiment dans le bon mood, avec Kyle Holman qui a été très bon, avec Ryan Botchwright qui met des gros tirs dès le départ. Ça a été une très belle soirée. Je trouve la première mi-temps vraiment réussie. Il y a eu un petit passage à vide, mais dans la globalité du match et de cette première mi-temps, Paris ne perd qu'un seul ballon à la mi-temps, avait perdu qu'un seul ballon à la mi-temps. Et le ballon bougeait vraiment bien. Défensivement, ça s'arrachait, comme l'entraîneur parisien aime bien dire, comme des chiens de la casse. Franchement, à la mi-temps, Paris menait d'1 point et c'était et montrait un visage, comme tu le dis, qu'on n'avait pas vu depuis des mois, de cette envie vraiment d'aller chercher une victoire et de courir après face au champion en titre, tout simplement. Et Ismaël Kamagaté illustre bien ce jeu collectif qu'on a retrouvé là sur ce match. Parce que vraiment, à chaque fois, on arrive à le trouver. Il a des bons départs de mouvement sans ballon. Et c'est comme ça qu'on le trouve aussi bien en ce début de match. Et après, le ballon a vraiment bien circulé tout au long de la rencontre. Et c'était très positif à voir. Vraiment, on sentait que les joueurs ne s'arrêtaient pas à la première solution qu'ils avaient en face d'eux, qu'ils essayaient toujours de chercher vraiment le panier, entre guillemets, le plus facile à inscrire. Et c'était super intéressant. Après, défensivement, je n'ai pas non plus trouvé que c'était beaucoup mieux que ça. Je trouve que la Svel a quand même loupé pléthore de tirs ouverts. Mais après, voilà, le basket, c'est un sport d'adresse. Vous allez me dire, il faut aussi mettre les paniers. Mais voilà, il y a eu beaucoup de choses positives, je trouve, en attaque. En défense, voilà, ça restera en tout cas à confirmer sur les prochaines sorties. Mais oui, en tout cas, c'était un match accompli. Ça doit permettre aux joueurs maintenant, il faut, comment dire, euh, s'en servir de ce match comme d'une expérience pour reprendre la confiance et aussi pour avancer. Parce que le match suivant, ce sera un match tout autre, complètement différent, face à un autre promu. Et il faudra réussir à avoir cette même intensité sans avoir toute une salle acquise à la cause des Parisiens. Ouais, et puis ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que le groupe parisien était au complet pour ce match-là. Gauthier Denis et Amarassi étaient de retour. Et même, j'ai envie de dire, un élément que j'ai oublié dans l'envie des Parisiens et qu'il faut, je pense, pas négliger, c'est Ryan Botchwright qui se blesse en deuxième mi-temps, qui se blesse plutôt gravement à la cheville. Et qui décide de lui-même un peu, moi je n'ai pas trop compris pourquoi il était revenu sur le terrain, mais justement de revenir et de finir le match. Et je trouve que sa gestion du tempo en fin de rencontre a été ultra importante pour Paris pour aller prendre cette victoire, parce que j'aime beaucoup Milan Barbic et je sais que toi aussi, mais face à Lasvel, face à Eli Okobo, mettre Milan Barbic sur une fin de rencontre pareille, je ne sais pas si ça aurait été un cadeau et que Paris l'aurait emporté, par exemple. C'est assez paradoxal parce que l'an dernier, on tensait un peu Ryan Botwright justement pour sa gestion de la balle dans les fins de match, où il avait souvent des paires de balles assez fâcheuses, où ses choix parfois étaient un petit peu douteux. Et là, justement, comme tu le soulignes bien, c'est vrai il a bien géré la balle, il finit avec 6 passes et 0 paire de balles. Et je pense aussi que d'avoir un joueur comme Kyle Holman à côté de lui l'aide à être plus serein. C'est pas lui qui remonte tout le temps la balle, mais quand il le fait, au moins, je pense qu'il est moins épuisé. Déjà, d'avoir tout le temps, il n'a pas forcément toujours une pression défensive sur lui. Et donc, ça permet pour lui, quand il a le ballon, de l'utiliser à meilleur escient. Est-ce que tu as un joueur sur lequel tu voudrais te focus? Bah, je pense que moi, je vais me pencher sur Kyle Holman, parce qu'on en a déjà pas mal parlé dans le dernier podcast, mais je trouve que vraiment, voilà, il confirme son statut de leader de l'attaque. Et comment dire, je l'ai trouvé vraiment encore très incisif sur ses drives. Vraiment, il a une qualité pour faire la différence face à son vis-à-vis, mais pas. Alors, il a des qualités athlétiques, certes, mais c'est vraiment dans sa manière de se mouvoir sur le terrain qu'il arrive à feinter son adversaire. Et c'est vraiment assez appréciable à regarder. Il a été vraiment, je trouve, très bon dans sa gestion des temps forts, des temps faibles.
Donc voilà, j'avais envie de le mettre en avant. Et puis il a fait un match très complet avec de la provocation de faute, tout ce qu'on lui demande. Et il y a une sélection de tirs un petit peu meilleure que face à Monaco. Donc voilà, j'avais envie de mettre en avant Kyle Allman. Je suis complètement acquis à ce qu'il a fait sur le match. Kyle, déjà, il y a des actions de très grosse classe. C'est lui qui met les premiers points du match. Je crois qu'il a deux joueurs sur la tête au moment de passer au-dessus. Il y a ce cross un peu je crois que c'est sur Youssouf Afal, où vraiment son hésitation fait vraiment que son défenseur est pris de vitesse. Et puis, c'est en fin de première mi-temps, mais il y a cette passe pour Bégarin qui finit avec un dunk en transition, que je trouve, j'en ai parlé sur Twitter un peu, mais vraiment que je trouve de très très haute qualité et qui montre aussi toute la palette un peu offensive de Kyle Allman. Il rate aussi au début de match, il rentre vraiment un 3 points ultra compliqué avec un défenseur qui a la main sur son visage. Franchement, tout son match, je trouve, a été vraiment excellent. Il finit avec 25 dévals, comme tu le dis. C'est le meilleur joueur offensif de cette équipe assez largement. Et il le prouve. Alors, certes, on a dit juste avant, face à Monaco, que ça n'a pas été ça. Il a eu un trou contre une grosse équipe, mais là, contre l'Asvel, ça a été plutôt pas mal. Et il termine meilleur rebondeur du match. Et c'est vrai qu'il en a pris beaucoup, notamment au début du match. Et c'est quelque chose qu'on critique. On parlait du jeu de passe en attaque parisien. Mais ce qui n'allait pas aussi dans les premiers matchs du début de saison, c'était notamment le rebond. Et alors, face à une équipe de Asvel qui a beaucoup d'intérieurs qui sont au large, Wembanyama, William Howard, Fall est plus à l'intérieur. Mais vraiment, je trouve que Paris s'est aussi appliqué à bien sécuriser ce rebond. L'Asvel n'en prend que 7 offensifs. Et c'est quelque chose qui a permis aux Parisiens de ne pas laisser de multiples secondes chances à l'adversaire. On sait ce qui a fait défaut sur les précédents matchs. Et voilà, c'était aussi un aspect que Paris a su corriger sur cette rencontre. Moi, pour changer, comme d'habitude, j'ai envie de dire, je voulais parler d'Ismaël Kamagaté. Je voulais parler un peu de son match. Alors, évidemment, il y a des highlights par dizaines qui sont sortis après la rencontre sur son match. Mais moi, je voulais revenir un peu sur sa gestion de ses adversaires, parce qu'il a eu deux profils très différents à affronter face à l'ASVEL. Il a eu d'abord Wembanyama, puis Youssouf Afal qui est rentré. Et j'ai trouvé que c'est très symptomatique du caractère du joueur. Contre un garçon qu'il est capable d'enfoncer, qui a un peu moins d'expérience que lui, où il se sent supérieur, parce que je pense que c'est dans le mindset et que c'est dans la tête, où il se sent supérieur au joueur en face de lui. Wembanyama, il n'a pas eu photo, quoi. Il a été très en difficulté dès qu'il est rentré sur le terrain. Il provoque 2 fautes assez vite, ce qui fait que Wembanyama sort au bout de 3 minutes de jeu, quoi. Il est mis sous pression. Et à l'inverse, quand Youssouf Afal est rentré, j'ai trouvé qu'Ismaël était un peu en dedans et qu'il avait du mal, comme souvent d'ailleurs, à répondre à l'impact physique que lui mettait Youssouf Afal, qui est un pivot qui doit faire plus ou moins sa taille, peut-être un peu plus grand, mais qui par contre a beaucoup plus qui est beaucoup plus lourd et qui lui pose beaucoup plus de problèmes notamment quand il est en défense, Ismaël. Et j'ai trouvé que, alors c'est surtout à la rentrée du Youssouf Afal, mais petit à petit dans le match, Ismaël lui aussi il a commencé à dicter son rythme. Et quand Paris s'est mis à courir, c'est là où il a été le plus à l'aise face à Fall, parce que Fall, il n'arrive pas à le tenir. Il est beaucoup plus rapide, Ismaël. Donc, j'ai bien aimé justement cette adaptation dans la rencontre de Kamagaté et de voir que même contre des pivots où il est un peu en difficulté, contre qui il est en difficulté, pardon, eh bien, il est capable de répondre. Ismaël Kamagaté, justement, il a on le voit maintenant depuis quelques semaines, il a à la fois ses capacités athlétiques en termes de puissance qu'on connaît déjà, mais depuis quelques semaines, on sait qu'il est capable un tout petit peu de s'écarter, de faire quelques drives, et il faut qu'il arrive en fonction des match-ups qu'il a
à pouvoir alterner entre ces deux fonctions-là. Il a réussi à le faire. Voilà, Wembanyama, il l'a dominé physiquement. Youssouf Affal, dans le répondant physique, c'est quelqu'un. Donc, il a fallu qu'il s'écarte un petit peu, qu'il prenne plus de vitesse pour pouvoir justement prendre Fall de vitesse. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Et vraiment, il a fait un match. On dépend aussi beaucoup du jeu collectif de l'équipe. Et c'est ça aussi qui lui a permis de briller face à l'Asvel. C'est que le Paris a retrouvé beaucoup plus de mouvement du ballon et il était à la finition. Et peut-être pour terminer sur les petits bilans individuels, mentionner aussi Kyle O'Quinn. J'ai trouvé que défensivement, autant on a été sévère avec lui en disant que parfois on se sentait perdu sur le terrain. Là, je ne l'ai pas senti dominant défensivement, mais au moins, il ne faisait plus d'erreurs flagrantes. Et c'est déjà beaucoup. Et vraiment, en attaque, il a forcé quasiment aucun tir, à part un premier tir à 3 points qui tente dans la rencontre. Mais sinon, c'était vraiment pareil, de la finition, très près du cercle. Et puis aussi, hein, on voit qu'il a des super mains. Il a glissé 2-3 passes pour Kamagaté qui était bien vu. Donc, on sent que lui aussi, il rentre dans sa saison et c'est très positif pour Paris. En fait, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire sur Kylo Quinn. Il y a quelque chose que j'ai réalisé en fait après ce match. C'est que on disait peut-être aussi début de saison physiquement qu'il était en dedans. Euh, mais en fait, moi en tout cas, j'ai l'impression que je me basais sur ça, je me basais sur ce que j'avais vu en NBA. Un garçon qui était justement, Antoine l'avait répété plusieurs fois, qui était besogneux, qui était plutôt athlétique. Et là, le contraste avec le joueur qu'on a à Paris depuis son arrivée, c'est un garçon en fait qui a plus trop de verticalité, qui joue très bas, on va dire, pour sa taille, son gabarit. Et je trouve du coup que offensivement, ça lui sert pour trouver, comme tu l'as dit, Kamagaté assez facilement. Voilà, si vous revoyez le début de match, euh, les premières séquences de passes où Kamagaté se retrouve tout seul parce que il y a le bon décalage et souvent c'est Kyle O'Quinn qui fait la passe. Et bien, je trouve qu'il apporte énormément là-dessus, en tout cas sur ce match, et c'est vrai que c'est son meilleur match à Paris depuis le début de saison. Maintenant, en défense, cette verticalité qu'il a, je trouve, un peu perdue, cette explosivité, je trouve, lui dessert encore un peu trop sur le plan défensif. Peut-être pour finir, Lilian, sur les enseignements à tirer de ces deux matchs, parce que Paris vient d'affronter le dernier vainqueur de l'Eurocup, et une équipe, je le disais, qui est, je crois, 7 ou 8e d'Euroleague maintenant, et qui a battu l'Asvel, qui est 2e d'Euroleague, et avec un Elio Kobo qui a été exceptionnel. Qu'est-ce qu'on retient globalement de ces deux matchs? Est-ce qu'on retient uniquement que la victoire? Oui, on va dire qu'on retient la victoire parce qu'elle était impérative. Enfin, elle commençait à devenir impérative en tout cas. On pensait un peu et ça allait être une défaite et que Paris allait devoir jouer un match crucial face à Fos. Au final, cette victoire donne un petit peu d'air, permet de préparer plus sereinement ce déplacement dans le sud. On retient la victoire, on retient aussi le succès de ce match parce que 3500 personnes à la Carpentier, une victoire probante face à l'une des deux meilleures équipes du championnat, qui plus est face à une équipe qui est scrutée de près. Je veux dire, autant à Paris, il y a Kamagaté, Bégarin, mais en face, il y a Wembanyama, il y a Mathieu Strazel, donc des jeunes joueurs à fort potentiel. Donc ce match a été beaucoup regardé aussi à l'international, je pense. Donc voilà, c'est plus qu'une victoire, c'est un véritable, le mot est peut-être fort, mais triomphe pour le club parisien dans sa globalité. Et là, je compte le sportif, mais aussi tout ce qui tourne autour. Donc non, c'est plus qu'une victoire. Et maintenant, j'ai envie de dire que le championnat commence pour Paris. C'est ce que disait Jean-Christophe Prat, Monaco, Lasvel. C'est pas vraiment de la même catégorie, même si Paris a réussi à battre une des deux équipes. Maintenant, Paris est à 2-5, 2-6. 2-5. Je sais plus, en 2-5. Et là, le championnat commence. Va y avoir le déplacement à Fos, la réception de Pau, un autre gros du championnat quand même, avec l'arrivée d'investisseurs américains cette saison.
Donc voilà. Et puis ensuite, il y a aussi d'autres matchs prenables. Il y a aussi un huitième de finale quand même face à Roanne à domicile. Ce sera un petit peu une revanche. Et puis voilà, on verra si Paris, justement, si l'embellie qu'on a vu face à la l'Asvel va se confirmer d'abord face à Fos et après face à Roanne, des adversaires que normalement, sur le papier, en tout cas en début de saison, Paris doit être supérieur à ces adversaires-là. Ouais, effectivement, le coach disait que l'Asvel et Monaco, c'est pas notre championnat en parlant de son équipe. Bah, au final, c'est pas son championnat, mais je pense que la victoire face à une équipe qui n'est pas de son championnat, mais il la prend quand même au niveau comptable, tout simplement parce que ça t'évite déjà d'être dernier du championnat avec une seule victoire. Tu te raccroches au wagon de Roanne et du Portel qui sont aussi avec le même bilan que toi. Tu montres un peu les crocs parce que en fait, tu montres que que le potentiel dont on parlait en début de saison, bah, tu l'as en fait quelque part et que que tu es capable de le ressortir sur des gros matchs. Alors, il y aura le match à Fos qui est crucial parce que bah, avant de parler de playoff, comme on en parlait il y a un mois et demi, là on va déjà parler de maintien et Fos, c'est clairement le genre de match que tu dois absolument gagner si tu es le Paris Basketball. Et puis voilà, la réception de Pau, encore un gros match à domicile, sûrement avec pas mal de public aussi. On n'aura peut-être pas toutes les tribunes ouvertes, mais une salle qui va être quasiment pleine. Là, avant la trêve, il faut absolument faire le point comment dire, le maximum de victoires pour se raccrocher un peu au wagon, pas forcément du maintien, mais de ce ventre mou qui peut espérer, pourquoi pas, aller accrocher des playoffs, une playoff en fin de saison. Donc voilà, plus qu'une victoire, c'est, je pense, un soulagement aussi pour le groupe, parce qu'il y avait cette victoire au buzzer contre Cholet qui a été très compliqué à aller chercher. Mais là, contre l'Asvel, c'est un vrai tour de force, on va dire, du Paris Basketball, de pouvoir montrer que tu es capable de battre un très gros du championnat qui n'avait perdu qu'une seule fois depuis le début de saison. Je te propose, Lilian, qu'on s'arrête là. N'hésitez pas justement à vous abonner à nos réseaux sociaux, @ParisB-8OnAir sur Twitter, Paris Basketball On Air sur Facebook et Instagram. Voilà, donc on parlait du calendrier. Vendredi, il y aura le déplacement à Fos. Il y aura ensuite la réception de Roanne en Coupe de France, puis de Pau-Orthez en championnat. Comme d'habitude, vous trouverez toutes les infos sur ces prochains matchs sur le site. Likez, partagez le podcast. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus sur YouTube, à mettre les 5 étoiles sur le podcast si vous avez aimé. Et nous, on va se retrouver au plus vite pour le prochain épisode. Ciao! À plus.